Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais nous raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. C'est vrai, on a aussi une deuxième chaîne YouTube au nom de DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, tu es libre d'envoyer ton histoire et on va jouer ici. Et tous ceux qui sont connectés, sachez que tous ceux qui envoient les histoires lisent les commentaires. Donc, si vous avez un message pour eux, laissez-le en commentaire. Merci beaucoup. On va déjà commencer. Sachez que ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez jamais de laisser un like. Merci. Donc, première histoire. Bonjour DMG et bonjour à toute la communauté DMG. J'espère que nous allons tous bien et que voilà, que l'équipe de DMG se porte bien. Donc, comme d'habitude, commentons, likons, partageons et merci encore pour la plateforme qui nous est offerte afin de pouvoir partager nos histoires et de nous sensibiliser les uns les autres. L'histoire que je m'apprête à raconter, c'est celle de mon papa. Ça s'est passé il y a plusieurs années et il nous a raconté il y a quelques semaines. Et je vais l'intituler Toute vérité n'est pas bonne à dire. Voilà, je vais commencer l'histoire de ce pas. Ça s'est passé il y a quelques années, on va dire comme il y a plusieurs années, en 90-91. C'était à une époque où du moins c'est une période où les Gabonais de la plateforme savent qu'il y a eu des émeutes dans le pays. Ça a vraiment bougé. Et mon papa était dans une province du Gabon. Il était à l'intérieur du pays. Donc, il travaillait à l'intérieur du pays, il exerçait une activité professionnelle et il avait deux collègues avec qui s'entendaient super bien, que je vais appeler Mathieu et Charles. Et pendant les émeutes, un de ses collègues, donc Mathieu, a décidé de se joindre à la bande des brigands qui est en train de piller, de saccager et tout, etc. Et dans la ville où papa travaillait, il y avait une cité qui était réservée aux expatriés. Il y avait beaucoup de blancs là-bas. Vraiment beaucoup de blancs. Et Mathieu avait la particularité d'être, je ne sais pas s'il faut dire un homme à tout faire. Quand il y avait un petit problème, il y avait un problème de câblage, il y avait un problème d'électricité, c'est Mathieu qu'on appelait. En fait, c'était lui qui était en charge de cet espace-là. Et il s'entendait super bien avec une famille de blancs expatriés, des messieurs, un monsieur et une dame qui n'avaient pas d'enfants et qui considéraient Mathieu comme étant leur enfant. Ils le considéraient vraiment beaucoup comme étant leur enfant. Ils ont vraiment aimé ce monsieur en question. Donc, comme je disais, Mathieu s'est joint à un groupe de brigands, certainement par la colère, etc. Ils ont commencé à saccager la ville en question, saccager la cité et tout. Et après que les choses soient tassées, que le calme soit revenu, il est venu se confier à papa, et dire à papa que non, je faisais partie de la bande des brigands, etc. Tout ça, qui ont saccagé la cité, qui ont fait le désordre, et tout, etc. Qu'est-ce qu'ils se prennent pour qui? Ces politiciens, ces étrangers, et tout, etc., etc. Et papa était simplement en train d'écouter, il essayait un peu de lui dire que pourquoi tu as fait ça, frangin, c'est pas bien. Et en plus, tu sais très bien que la famille qui t'apprécie vit dans la cité, c'était pas bien ce que tu as fait, et tout, tralala. Et papa, connaissant la famille en question, il est parti chez la famille et il a clairement dit à la famille que Mathieu faisait partie des brigands qui étaient venus dans la cité afin de piller, afin de saccager, etc. Donc les messieurs étaient super en colère, les messieurs et sa famille étaient super en colère que une personne qu'on considère comme notre enfant, il se retrouve en train de nous faire quelque chose un peu bas comme ça, etc. Et finalement Mathieu a été viré. Il a été viré de son poste et il était super bien payé là-bas. Donc les mois sont passés autant pour moi et Mathieu a découvert que c'était papa qui était parti vendre la mèche auprès du couple blanc. Donc en fait les mois sont passés et Mathieu se comportait comme si de rien n'était, en train de préparer sa vengeance parce que sincèrement il n'avait pas apprécié ce que papa l'avait fait. C'était pour lui comme un coup bas en fait, parce que c'était son ami, c'était son pote et tout. C'est vrai qu'il a déconné, mais c'était pas une raison pour aller dire ouvertement à la famille que c'était lui qui avait commis l'acte avec un groupe de personnes bien particulier. Alors le monsieur a nourri la vengeance, il a nourri la vengeance pendant des mois et des mois. Et papa ne savait pas, il le voyait toujours sourire comme d'habitude en fait. Il se disait que c'était passé, que voilà, ce sont des hommes, les hommes, certainement ils s'attaquent pas sur certaines choses comme nous les femmes, etc. et tout. Mais bon, tu parles. Quelques mois plus tard, vu que papa aimait aller au champ, il aimait aller en brousse, autant pour moi, avec ses deux collègues, donc Mathieu et Charles.
Le boss a pris la voiture, il roule et tout. Et sur le chemin de la brousse, parce qu'ils avaient prévu d'aller chasser ce jour-là, ils croisent Mathieu. Et alors, il demande à Mathieu de monter dans la voiture parce que la machine n'avait pas de véhicule. Il demande à Mathieu de monter dans sa voiture et tout. Non, frangin et tout, monte, je te dépose, monte, on avance ensemble et tout, etc. Et il se rend compte que Mathieu ouvre la portière côté arrière, passager. Ah, il dit au frangin que non, monte devant, comment tu peux monter derrière et tout, etc. Monte devant et tout. Mathieu insiste pour monter derrière. Il n'a pas compris à ce moment-là que c'était une erreur. Monte devant, frangin et tout. Non, moi je préfère rester derrière, machin et tout ça. Ah, le boss insiste, Mathieu insiste à rester derrière. Et, ok, c'est deux qui n'ont pas de souci. Donc Mathieu s'est assis derrière, tranquille et tout. Ils ont fait le trajet, ils sont arrivés, ils ont également croisé Charles. Tous les trois partaient en fait en brousse pour aller chasser. C'est comme ça qu'ils sont arrivés au lieu de chasse. Chacun d'entre eux a pris son fusil et tout. Donc chacun d'entre eux a pris une direction bien particulière parce qu'ils avaient déjà repéré un gibier. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Ils avaient déjà repéré un gibier, c'était un porc épic, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est une viande très prisée au Gabon. Je pense que dans certains pays de l'Afrique, ceux qui mangent les viandes, bien sûr. Donc ils ont commencé à se séparer, etc. Et papa avance, il avance dans la forêt, il entend les bruits derrière lui. Il se dit que c'est certainement le porc épic. Voilà, il se retourne vraiment lentement en espérant qu'il va viser la cible, ne sachant pas que c'était un buffle qui venait vers lui lentement. Et après, lorsque le papa s'est retourné, il n'a même pas eu le temps de réfléchir. Le buffle a bondi sur lui. Il a bondi sur lui, il a soulevé, il a jeté au sol, il a balancé de tous les côtés. Et après, il est venu, il a enfoncé les cornes dans les côtes de papa. Il a dit que c'était le côté droit. Le côté droit de papa. Il a enfoncé sa corne. Et papa a commencé à crier de toutes ses forces. Crier pour demander à l'aide, crier pour appeler les autres et tout, etc. Donc le buffle a eu le temps d'enfoncer la corne et de retirer la corne. Et quand le buffle a retiré la corne et qu'il est parti, le sang a commencé à gicler. Ça giclait. Papa disait qu'il ne pouvait même pas respirer parce qu'à peine quand il respirait, le sang commençait à gicler. Et la personne qui venait à son aide, c'était Charles. Charles a entendu les cris de papa. Mathieu aussi a entendu les cris de papa, mais il ne s'est jamais pointé le jour-là en forêt. Il ne s'est jamais pointé le jour. Alors c'est Charles qui a essayé de se démerder, qui a pris les clés de la voiture, on l'a emmené au dispensaire. À l'époque, il n'y avait pas d'hôpitaux dans cette ville en question. On l'a emmené au dispensaire, on a évacué d'urgence sur la ville d'à côté. Donc pour faire court, il a failli perdre la vie, il a perdu beaucoup de sang. Donc le monsieur était obligé de rouler à vive allure, lui-même ne sait pas comment il a fait pour arriver à l'autre ville avant que papa ne puisse perdre la vie. C'est la grâce de Dieu, si ce n'est ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc arrivé à l'hôpital, on a essayé de le soigner, etc. Je ne sais plus trop combien de temps il a fait alité. Mais après, il est sorti de l'hôpital et sa maman l'a appelé au village pour qu'elle aille un peu se ressourcer, pour qu'elle prenne soin de lui, pour qu'il continue le travail vigilant. Dès que papa est arrivé au village, à peine il est arrivé, il croise un de ses oncles. Et l'oncle lui dit que, mais celui qui te suit là, c'est qui? Papa dit que, mais celui qui me suit, il comprend pas en fait, celui qui me suit, c'est qui? Il regarde derrière celui qui me... Moi, je suis venue seule pour pouvoir faire mon travail et puis retourner au boulot, etc. Bon, il avance. Après, c'est notre maman qui lui dit que, j'ai failli dire son nom. Bon, on va dire quoi? Joseph, celui qui te suit, là, c'est qui? Tu es venu avec quelqu'un, celui-là, c'est qui? Papa comprend pas. Celui avec qui je suis venue, c'est qui? Le même jour, hein. Celui avec qui je suis venue, vous parlez de qui, et tout, etc. Il avance. Arrivé chez la grand-mère, sa mère, automatiquement, lui dit que, mais la personne qui est derrière toi là, c'est qui? Elle a commencé à crier, tout machin. Tu es venu avec qui? Tu as amené qui ici? Tout. Papa comprend pas. Il s'agit de quoi? Il s'agit de qui? C'est comme ça que la grand-mère rapidement a amené papa chez un monsieur du village qui consultait. Elle a amené chez le monsieur. Et c'est comme ça que c'est le monsieur qui va détailler à papa ce qui s'était passé. Il a dit que son collègue en question, Mathieu, ne l'avait jamais pardonné. Il n'a pas pardonné le fait qu'il soit parti vendre la mèche chez les Blancs et qu'il ait perdu son boulot dans la cité en question. Donc le monsieur a nourri une vengeance pendant des mois. Et il a envoyé un esprit dans la forêt, un de ses esprits, afin de pouvoir attaquer papa pour qu'il perde la vie ce jour-là. S'il ne perdait pas la vie ce jour-là, il avait un plan B. Parce que le jour où il était monté dans la voiture, il avait insisté à monter derrière. Il avait projeté son esprit
son ombre. Il avait projeté son ombre sur le côté passager avant le papa, afin que l'ombre puisse être toujours avec lui pour terminer le travail au cas où au cas où dans la forêt, son plan ne fonctionne pas. Papa est tombé des nues, il ne comprenait pas. Et tout, et le monsieur lui a dit que oui, heureusement que tu es arrivé. Parce que ce qui n'a pas pu t'atteindre dans la forêt aurait pu t'atteindre dans ton trajet, aurait pu t'atteindre lorsque tu retournais au travail. En tout cas, tu ne devais pas vivre du tout. Parce que ce que le monsieur a laissé derrière toi, ce que le monsieur a laissé avec toi, sa mission principale est de finir avec toi. Alors papa est resté là, le monsieur a fait des traitements et tout, etc. Et tout. Pour pouvoir raccourcir l'histoire, il est remonté sur la capitale, il est remonté sur la ville et tout. Il a recroisé Mathieu en question. Et Mathieu s'est comporté comme si de rien n'était. Vraiment, les autres sont très courageux. Il s'est comporté comme si de rien n'était. Oh, frangin, ça va et tout. Joseph, on dit quoi? Mais j'ai appris tout, machin. J'espère que tu vas mieux. La famille, ça va. Je sais que j'ai fait un tour au village. Après, il avait une espèce de sourire narquois et tout. Et papa, simplement, papa, en fait, il a laissé tomber l'affaire. Parce que le monsieur avait demandé s'il voulait qu'on fasse un retour à l'employeur. Il a dit non. Il a laissé tomber l'affaire et tout est tranquille. Voilà, je ne sais pas si le monsieur vit encore, je ne me souviens pas trop. Et ensuite, il nous racontait cette histoire simplement pour nous dire qu'il faut faire attention. Quelquefois, on voit des choses, on remarque des choses, on n'est pas obligé de toujours tout dire. Toutes les informations qu'on nous donne ne sont pas forcément être nécessaires d'être répétées à qui que ce soit, parce qu'on ne connaît pas quelles sont les motivations, quelle est la pensée du cœur de l'homme. Il n'y a que Dieu seul qui connaît la pensée de l'homme, il connaît les motivations de l'homme. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous concernant papa. Je reviendrai pour une autre histoire en ce qui me concerne. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la deuxième histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Pluie de bénédictions sur toute la famille. Bonjour à tous nos valeureux initiés, nos initiés et nos sages qui nous bénissent tout le temps d'histoires superbes et pleines de sagesse, franchement. Merci beaucoup. Merci à l'homme de l'ombre. Merci à tonton Alex. Papa Google, je n'entends plus. Mami Wata, Papa Wata, Magistrat Linda. Qui d'autre là? Ah, nous avons aussi le guerrier de Dieu. Le guerrier de Dieu, celui qui a. J'oublie. Sagesse de Paul, je crois que c'est Sagesse de Paul, non? C'est celui qui dit le guerrier de Dieu là, avec ses belles histoires. Je crois qu'il y a aussi... Ah, Zéla Panthère. Alors celle-là, pardon, Zéla Panthère. Ce n'est pas que je souhaite que tu vives des histoires mystiques pour venir nous les raconter, mais j'adore quand... Va même écouter les histoires ailleurs, tu viens nous raconter. Moi, j'adore quand elle raconte les histoires. J'adore vraiment quand elle raconte les histoires. S'il te plaît, Zéla Panthère, va nous écouter les histoires, tu viens de les raconter. Y a qui d'autre? En tout cas, bon, plus de bénédictions sur vous et merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup. Donc, commentons, likons et partageons vraiment la page au maximum. Vous avez vu comment nous avons souffert dernièrement. Protégeons notre page. Elle n'appartient qu'à DMGTV. C'est en fait un héritage, s'il vous plaît. C'est un héritage précieux, un héritage spirituel pour nos enfants et nos petits-enfants. Franchement, protégeons cette page. Et envoyons-la partout où nous pouvons. N'oublions pas que demain, nos enfants vont se marier avec des enfants dont nous ne connaissons pas la provenance. Donc, franchement, si nous pouvons peut-être les sauver à partir de maintenant, là, que leurs parents écoutent une histoire et se disent que, hey, on a envie de prendre mon enfant à la sorcellerie. Au lieu que demain, nos enfants se marient avec un futur sorcier, un ancien sorcier, une ancienne sorcière, s'il vous plaît. Partageons pour nous protéger. Ok. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est en fait une histoire qui s'est déroulée pendant une certaine période. Tu sais que les genres d'histoire, tu entends un truc, et puis tu entends un autre Congo, ça, puis tu entends un autre. Finalement, après, vers la fin, ça fait boum, tu tombes évanoui. Donc, DMGTV, c'est en fait l'histoire, ça se passe à Yaoundé, au Cameroun. C'est en fait l'histoire... le truc qui s'était d'abord passé, c'était quoi? Un grand scandale. Il y a une nièce, elle arrive dans sa famille, dont elle appelle sa maman, ses tontons et tout ça. Elle cause un grand scandale. Elle accuse sa tante de sortir avec le mari de sa meilleure copine. Tu vois le style, genre meilleure copine là que tu dis que c'est ta soeur d'une autre mère là.
le genre de meilleure copine là. Et elle accusait sa tante de sortir avec le monsieur. Au choc de tout le monde, la tante ne refuse pas. Lors de la petite réunion qu'ils ont fait ensemble, la tante n'a pas refusé. Elle dit que non, bien sûr, que c'est l'homme de sa vie, que patati patata. Elle avait même, elle annonce même carrément qu'elle avait même été enceinte du monsieur et elle a même, il lui a demandé de retirer l'enfant pour ne pas, parce qu'il n'était pas encore prêt, mais il va même divorcer de sa femme et tout ça. C'était le scandale. Et ce qui était encore plus choquant, ce n'était pas dans le caractère de la tante de se comporter ainsi, ce n'était pas dans son caractère. Ça a choqué. C'était en fait le fait qu'elle soit complètement différente de ce que tout le monde savait qu'elle était. Alors, c'est comme ça qu'on a suggéré à la nièce d'aller voir, elle en a parlé avec une cousine, la cousine lui a suggéré, l'a envoyé chez un papa Bamoun là, vers, il y a les nouveaux quartiers où on a construit le nouveau stade là, chez un papa Bamoun qui est là-bas, d'aller le voir, que s'il y a un problème, si là c'est que la tante se comporte comme ça, il y a un truc, qu'il a d'abord vérifié, qu'on sache d'abord qu'il n'y a pas autre chose, avant de savoir comment on va plier le pantalon pour commencer la chambre. Si c'est qu'il n'y a pas la main de une main noire dedans. Alors c'est comme ça qu'elle part chez le papa là. Le papa là, elle arrive, le papa la reçoit et il fait les consultations parce qu'elle avait d'abord appelé avant, bien sûr. Elle avait dit qu'elle voulait avec ça. Il a dit pas de problème, tu viens. Et elle a un peu briefé. Il a dit apporte-moi les photos des deux, du monsieur et de ta tante et je t'attends. Elle est d'abord venue avec ça. Elle est venue avec ça. Il a regardé. Elle lui a raconté ce qui se passait. Il a regardé. Il a commencé ses consultations. Quand il fait ses consultations, il dit qu'en fait, le monsieur, si ce n'est pas ta tante en fait, ta tante est envoûtée. Premier choc. La fille, elle tombe seule. Elle était assise à terre parce qu'elle dit qu'elle était assise par terre. Mais même assise par terre, elle a failli tomber évanouie. Elle était assise à même le sol. Ah, bon, sur un truc. Donc, il dit que non, en fait, ce n'est pas... Ta tante a été envoûtée. Et le monsieur, s'il ne voulait même pas en fait envoûter ta tante, c'est toi qui voulais envoûter. Deuxième choc. La fille dit, quoi? Oui, c'est toi qui voulais envoûter. Elle dit quoi? Mais bon, après, elle explique alors au monsieur que oui, en fait, le monsieur, il a beaucoup dragué et tout ça. Mais elle lui a fait comprendre que non, ce n'est pas une question de peut-être... c'est par rapport à sa copine qu'elle refuse, mais c'est une question de principe sur elle. Elle ne peut pas sortir avec un mari, à moins que peut-être le mari là ne cache son statut. Et dès qu'elle le découvre, elle rompt la relation. Elle a dit jamais de la vie. Elle lui avait dit ça. Et à un moment, elle était même un peu gênée pendant les rencontres parce que c'était un jeune couple. Ça ne faisait pas plus. C'était presque 1 an et demi que sa copine était mariée avec le monsieur. Alors, et ils sortaient, tu vois, le jeune couple, ils vont souvent en discothèque, ils vont souvent, bon, ils vont voir bébé à d'autres cérémonies au mariage et trucs comme ça. Les jeunes couples, non? Alors, elle était vraiment choquée, Elle dit, mais comment ça? Et le monsieur dit qu'en fait, lui, il dit qu'en fait, c'est avec un sous-vêtement qu'on a envoûté la tante. Elle dit, quoi? Comment ça sous-vêtement? Il a fait comment pour avoir le sous-vêtement de ma tante? Il dit que non, en fait, c'est ton sous-vêtement à toi qu'il devait apparemment prendre pour faire l'envoûtement, mais il a plutôt pris celui de ta tante. La fille dit, mais à quel moment est-ce qu'ils sont entrés en contact au point où il a même pris parce que je connaissais ma tante, elle n'aurait jamais couché avec lui, un truc où il aurait eu accès à son sous-vêtement. Ça veut dire qu'il a pris ça sans... Mais comment ça? Le monsieur dit que tout ce qu'il voit, c'est que c'est avec le sous-vêtement, un sous-vêtement qu'il a donné pour l'envoûtement. La fille a vraiment eu mal. Et c'est comme ça qu'elle s'est alors souvenue. Elle s'est souvenue plus tard. C'est quand après, à force de ressasser et tout ça, qu'elle s'est souvenue qu'en fait, une fois, ils étaient allés chez le monsieur. Elle était allée chez sa copine pour passer une soirée, comme ils avaient l'habitude parfois de passer la soirée avant de continuer en discothèque. Et alors, avant le truc, elle dit que, ok, bon, vous vous habillez, vous apprêtez, moi je vais rapidement chez moi, je m'apprête et je vous attends en bas. Et le monsieur avait insisté, non, bon, nous on s'habille là rapidement et puis on continue. Elle dit que non, mais attends, ta femme là, moi je connais ma soeur, on se connaît en détail. Elle va prendre au moins peut-être même 2 heures là-bas pour s'habiller, que j'aille aussi m'habiller en même temps et puis après on se rencontre. Le monsieur dit, non, elle va rapidement faire. Ces trucs sont déjà prêts. Je vais même l'aider s'il le faut et tout ça. Finalement, bon,
Elle avait laissé, ils s'étaient habillés et puis après, ils sont allés la déposer ils sont allés chez elle, attendre qu'elle s'habille aussi. Et c'est comme ça qu'elle était allée, elle s'est rapidement habillée et tout ça. Et la fille, alors, donc la jeune femme, elle dit que ça doit être à ce moment-là, parce que c'était le seul moment où il pouvait avoir eu, parce qu'il avait beaucoup insisté. C'est maintenant que ça tiquait dans son cerveau, mais il avait insisté parce qu'elle aimait généralement, à la limite, attendre au bas de son immeuble ou bien attendre que sa femme, si sa femme était peut-être chez elle, attendre que sa femme descende et tout ça. Elle avait toujours évité depuis qu'il avait commencé à la draguer. Donc ça fait que maintenant, elle se dit que c'était le seul moment parce qu'en fait, ce moment coïncidait à l'époque où sa tante, il y avait eu, apparemment, c'était un toquet-porte. Les gens non, c'était la dot, je crois que c'est la dot traditionnelle. Les gens de la famille des différentes provinces du Cameroun, ceux qui pouvaient voyager, étaient tous venus à Yaoundé. Et alors, comme les gens se dispatchaient, chacun, je vais dormir chez tel, je vais dormir chez tel, la tante qui avait un appartement à Colmessen, je lui ai parlé, qui avait un appartement à Colmessen, un petit studio, elle avait cédé son truc à des membres de la famille. Elle était venue dormir chez sa nièce. Et justement, ça coïncidait à la période où c'était la fois où le monsieur là était arrivé chez elle. Et elle dit alors que c'est parce que elle, dans les toilettes, elle avait un petit seau dans lequel elle trempait ses sous-vêtements et tout ça, et ses sous-vêtements de la journée. Et quand elle trempait, elle prenait les sous-vêtements avant de les laver. Et en fait, apparemment, quand sa tante était arrivée, elle avait pris le seau, elle avait plutôt mis dans sa chambre. Et elle a mis un autre seau pour sa tante aux toilettes. Donc ça veut dire que le monsieur était sûrement, c'est le seul moment où il aurait pu avoir accès aux sous-vêtements. Donc il a dû entrer dans les toilettes et a pris le sous-vêtement dans le seau, ne sachant pas qu'en fait que la tante à ce moment-là dormait là, rentrait dormir là. Donc elle dit que c'est le seul moment. Parce que justement son insistance, malgré le fait que leur programme n'allait pas vraiment donner, c'était le seul moment. Et il était arrivé dans sa maison. Alors, euh, chez le monsieur, chez le papa Bamoun, il lui avait dit, si tu peux faire venir ta tante ici, il y aura des traitements à faire, des lavages, on va lui donner des trucs pour se laver, on va lui donner des trucs pour lécher, des trucs pour boire, et pour retirer tout ça, pour couper les liens et tout. Et après avoir, heureusement que sa tante a accepté de le faire. Elle a finalement fait ça et puis après un certain temps, elle a encore parti avec sa tante chez sa copine, disant venant rendre visite à sa copine. Mais c'était en fait pour profiter de l'occasion pour voir la réaction. La tante voulait voir un peu comment elle allait réagir par rapport au monsieur. Et à la surprise, elle le trouvait beau et tout ça, mais il n'y avait plus ce feu-là qui brûlait en elle, d'être à lui et tout ça. Non, il n'y avait plus ça. Il n'y avait plus ça. Et apparemment, le monsieur s'est rendu compte, il a commencé à être un peu un style agressif et froid et tout ça. Mais bon, il a un peu serré les dents parce qu'il ne pouvait pas expliquer à sa femme pourquoi est-ce que subitement ma meilleure copine, tu es comme ça avec elle. Pourquoi tu n'es plus, tu vois, non? Lui qui était toujours là, oh, ceci, oh, cela. Bon, apparemment, il a pu se maîtriser. Il ne peut pas trop se manifester apparemment. Jusqu'à présent, je n'ai rien entendu d'autre, donc je crois que ça va. Ok, la famille, passez une très bonne soirée et que chacun tire sa conclusion. Mais tout ce que je peux dire, c'est vrai, on a toujours la tendance à penser que ce sont les femmes qui bassent et tout ça. C'est vrai qu'ici à BNJTV, on a aussi entendu parler des hommes qui bassent. Non, ce ne sont pas seulement les femmes qui bassent, il y a aussi les hommes qui bassent. Il y a des hommes qui bassent parfois peut-être pour utiliser la femme spirituellement, d'autres bassent juste, il est marié avec une femme et il garde l'autre comme une esclave ou une sextoys dehors. Et pour empêcher celle de dehors, de regarder un autre homme ou d'appartenir à un autre homme et tout ça. Nous avons des histoires dans nos quartiers. Tu vois toujours un homme, il vient le soir, il garde sa voiture et puis après il part, la femme elle tombe enceinte, elle accouche, elle tombe enceinte, tu vois, elle a plus de 3 enfants. Mais le mari ne réussit pas à divorcer de sa femme de l'autre côté, il est tout en train de dire qu'il va divorcer. Donc moi je me dis, bon, je ne sais pas si tous ces trucs-là, il y a toujours envoûtement dedans. Mais je me dis qu'il faut souvent aller regarder, je vous assure. Je vous assure. Parce qu'imaginez que si la tante avait gardé même le premier, l'autre bébé là. Ce n'est pas que je suis d'accord avec ce qu'elle a fait, mais bon, imaginez un peu et mettre l'enfant dans une histoire, une connerie pareille.
Il est là, l'enfant d'un homme qui est marié de l'autre côté, et puis il y a un scandale dans la famille. En tout cas, la famille, il faut toujours qu'on vérifie. On ne sait jamais. Ne jugeons pas les gens sans vraiment savoir si c'est que la femme là, elle est suicidaire ou après un homme marié, ou bien c'est que l'homme marié là lui-même allé l'attacher quelque part. Vérifions. Ok, merci beaucoup et passez une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté DMG, à toutes les personnes derrière le projet, toutes les personnes qui sont derrière cette idée, toutes les personnes qui sont derrière toi, vraiment nous les saluons et nous vous souhaitons beaucoup de courage afin que ce que vous avez commencé puisse arriver jusqu'au bout de vos idées. Je vais partager une histoire cet après-midi ou ce matin, ça dépendra de l'heure à laquelle nous allons écouter l'histoire. L'histoire s'est passée il y a plusieurs années de cela. Et ça concerne mon père, que je vais appeler Mathieu. Et cette histoire s'est passée dans les années 90-91, dans une province du Gabon, dont je tairai le nom par discrétion. Donc, je vais intituler cette histoire « Toute vérité n'est pas bonne à dire ». Elle nous a été racontée par papa, afin de nous faire savoir justement qu'il y a des choses, quelquefois, qu'on sait qu'on n'est pas toujours obligé d'aller dire, qu'on n'est pas toujours obligé d'aller rapporter. Donc, comme je disais, l'histoire se passe dans les années 90-91. Pour les Gabonais qui sont sur le forum, qui sont sur la page, ils savent bien ce qui s'est passé. En 90-91, il y avait eu des émeutes dans plusieurs villes de Libreville. Ça a bougé un peu partout et tout. Et papa était dans l'une de ces villes-là, où ça a vraiment secoué. Et il avait des collègues. Il avait deux collègues en particulier avec qui il s'entendait bien, que je vais appeler Brice et Clotaire. Donc, Brice travaillait, à part le travail qu'il avait dans la société où il travaillait avec papa, il travaillait pour un couple de blancs, des expatriés, qui vivaient dans cette ville-là, dans une cité en particulier. Donc, c'était leur homme à tout faire. Il ne s'occupait pas seulement des blancs, de cette famille de blancs-là, mais il s'occupait un peu de tout ce qui était, de toutes les personnes qui étaient dans la cité, en fait. Donc, s'il y avait un petit truc, un problème de câblage, une réparation à faire, c'était lui qu'on appelait, et tout, etc. Mais cette famille s'entendait particulièrement avec le monsieur, avec Brice. Il y avait une famille qui s'entendait particulièrement avec Brice, en fait. Donc, ils avaient accueilli Brice comme un enfant parce qu'il n'avait pas d'enfant. Ils le considéraient comme un enfant, ils le considéraient comme quelqu'un de la famille, et tout, etc. Donc, c'est juste pour qu'on se comprenne bien par rapport à l'histoire. Donc, quand il y avait eu les émeutes à cette époque, Brice avait joint un groupe de brigands. Ils ont décidé de saccager la cité des Blancs en question et tout. Et ils ont saccagé, ils ont coupé les câbles de communication, comment ils ont fait les désordres en question à la cité. Et Brice était venu raconter ça à papa, en disant que non, Mathieu, tu vois, je faisais partie des brigands qui ont saccagé la cité en question et tout. En tout cas, ça nous a fait du bien de pouvoir donner une leçon à ces Libamba là et tout. Bon, en langue, pour nous au Gabon, Libamba, ça veut dire les blancs. Donc de pouvoir donner une leçon à ces Libamba là et tout, ça nous a fait du bien et tout ça. Papa a juste écouté l'information et il a jugé bon. Donc après ce qu'il nous a dit, il a jugé bon d'aller en parler aux blancs pour dire que est-ce que vous savez que le monsieur que vous considérez comme votre enfant faisait partie des brigands, des gens qui sont venus pour saccager, qui ne sait pas bien ce qu'il a fait. En fait, il se disait, parce qu'il nous a dit qu'il faisait quelque chose de bien. Il se disait que c'était la chose à faire, d'informer les gens que non, en réalité, que le monsieur que vous considérez comme votre enfant faisait partie des gens qui ont saccagé votre cité et tout. Mais il ne savait pas que cette information-là allait lui porter préjudice quelques mois plus tard. C'est comme ça que Brice a appris la nouvelle que non, puisque apparemment, après il a été viré en fait. Il a été viré par l'entreprise qu'il avait engagée pour pouvoir s'occuper de tout ce qui était réparation et tout, par rapport à la cité en question. Donc il a été viré, il a découvert pourquoi il a été viré, il est venu vers papa que non Mathieu, comment tu as pu me faire ça? Moi je suis venu te dire ce qui s'est passé, c'est pas pour que tu puisses aller rapporter ça, machin, etc. À cause de toi, j'ai perdu mon travail et tout. Papa s'est excusé, il a demandé pardon. Excusez-moi, je suis un peu bègue, hein. Donc j'essaie de faire des efforts de ne pas parler trop vite. Il a demandé pardon à Brice, disant que non, excuse-moi, frangin, je n'ai pas fait ça dans le but de qu'on puisse te virer. En fait, en réalité, je ne sais même pas pourquoi je l'ai fait, mais je demande de me pardonner, passons à autre chose, etc. Brice a dit, ok, il n'y a pas de souci. On va laisser l'histoire comme ça, sans pourtant savoir qu'il est en train de nourrir une vengeance terrible, nourrir une vengeance qui n'avait pas de nom pour papa. Quelques mois plus tard,
on va dire quoi, peut-être 6, 7 voire 8 mois. Hein. Papa pensait que ça s'était complètement oublié parce que Brice avait l'air totalement naturel. Genre, c'était toujours un bon frangin. Ils se voient ensemble, ils boivent ensemble, genre comme si de rien, comme si rien n'était passé. C'était vraiment, voilà quoi. La chose est passée tranquille, tranquille. Quelques mois plus tard, une rencontre en brousse. Ils avaient l'habitude d'aller chasser ensemble. Donc papa, Brice et Clotaire avaient l'habitude d'aller chasser ensemble. Donc ils sont partis. Et papa, sur le chemin de la brousse, a vu Brice en train de marcher en fait. Mais la distance, lui, il l'a vu jusqu'à la brousse, était quand même encore suffisamment loin. Donc, il va demander de monter dans la voiture en fait, normalement. Et Brice, au lieu de monter devant, du côté passager, il insiste de monter derrière parce que le boss disait que non, il monte devant et tout machin. Quand je monte devant, il a insisté que non, je m'assois derrière, pas de souci et tout. Je vais rester derrière et tout. Ah. Le boss s'est dit que bon, ok, peut-être que c'est question de préférence, je ne sais pas. Il s'est assis derrière, sans pourtant savoir que quelque chose est en train de se passer déjà maintenant. Et sur le chemin, ils ont croisé le deuxième monsieur, Clotaire, et Clotaire s'est assis aussi derrière comme par hasard. Ils avancent, ils arrivent en forêt et tout. Ils ont chargé leur fusil, fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont commencé à 3. Après, ils ont croisé un gibier. Après, ils ont décidé de se séparer en fait pour pouvoir avoir plus de chances de pouvoir tuer le gibier. Papa avance. Il se rend compte que vraiment, les autres sont vraiment très loin. Il n'arrive même plus à les voir. Bon, son objectif, c'est de tuer le gibier, donc il avance. À un moment donné, il entend les craquements de brindilles. Il entend les craquements de brindilles, les craquements de branches et tout. Il se retourne. Il avait son fusil en main, mais il n'avait pas le doigt sur la gâchette. Il se retourne pour essayer de voir un peu qu'est-ce qu'il y a. Peut-être que c'est un de ses collègues, en fait. Peut-être que c'est un des messieurs. Dès qu'il se retourne, il voit un buffle qui vient à vive allure. Il n'a même pas eu le temps de mettre le doigt sur la gâchette et de tirer sur le buffle, en fait, pour pouvoir l'atteindre, pour pouvoir l'abattre, que le buffle est venu directement le secouer. Il l'a soulevé avec les cornes, il l'a jeté au sol. Deuxième fois, le buffle a repris l'élan, il est encore revenu vers lui. Et il a enfoncé sa corne dans la poitrine de papa du côté droit. Donc, il était en train de crier de douleur, crier à l'aide, etc. et tout. Crier de douleur, crier à l'aide, c'est quand le monsieur Clotaire est arrivé que le buffle est ressorti, en fait, enlevé la corne brutalement dans la poitrine de papa. Et il a commencé à gicler de sang. Et comme par hasard, ce jour-là, Brice ne s'était pas pointé. En fait, on ne sait pas où Brice était. C'est Clotaire qui est venu porter secours à papa. C'est Clotaire qui a manqué. Après, papa peut me mettre dans la voiture. Il a pris les clés. Ils sont partis au dispensaire et tout. À l'époque, c'était le dispensaire. C'était vraiment... Ça date vraiment. À l'époque, c'était le dispensaire et tout. Après, ils ont décidé de l'évacuer sur la ville la plus proche. Parce qu'il était sur le point de mourir, en fait. Peut-être c'est vraiment par la grâce de Dieu que papa n'est pas mort. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Parce qu'il m'a dit que quand il respire, quand il veut seulement respirer, le sang sort. Donc, il était obligé je ne sais pas, de trouver un moyen de ne pas respirer du tout. Je ne sais pas comment il a fait en fait. C'est ce qu'il nous disait. Je crois que peut-être à cause de l'adrénaline, la peur et tout, il a quand même pu s'en sortir. Donc le monsieur a roulé à une vitesse exponentielle pour arriver à la prochaine ville. Arrivé là-bas à l'hôpital, on a pu prendre papa en charge, on l'a emmené aux soins intensifs, etc. et tout. Et il a pu sortir de la situation au bout de 2 ou 3 semaines. Il a quitté l'hôpital, il est parti au village parce que les parents voulaient terminer le processus de guérison à la manière naturelle avec les plantes et tout, etc. et tout. Mais arrivé au village, quand il arrive au village, son oncle d'abord lui fait la remarque, mais c'est qui te suit? Ah, comment ça qui me suit? Non, il dit, il y a une personne qui te suit, tu vois pas la personne qui te suit là? Il dit non, mais personne ne me suit, tonton, moi je suis venu seul et tout, etc. et tout. Ah. Deuxième personne dit que, ah, mon fils, le monsieur qui te suit derrière là, c'est qui? Il dit, mais c'est qui me suit? Il regarde derrière, il ne voit personne à gauche, il ne voit personne devant, personne. En fait, il se disait qu'à la limite que les vieux étaient en train de devenir fous. Jusqu'à ce que sa propre mère lui dise, mais le monsieur qui te suit derrière là, c'est qui? Parce que mamie ne connaissait pas les collègues de papa. Mais qui te suit derrière là, le monsieur qui te suit derrière là, c'est qui? Il disait que mais vous avez quoi avec la femme du monsieur là, pas cette personne qui me dit ça, etc. et tout. Donc ça a attiré l'attention de mamie. Et elle a vite emmené chez un monsieur qui était là, qui soignait avec les plantes, etc. Et tout. Donc le monsieur a essayé de faire une consultation pour voir savoir ce qui n'allait pas en fait. Et quand le monsieur a consulté, il a posé des questions à papa que non, est-ce que tu te souviens d'avoir dit quelque chose, d'avoir en fait rapporté un événement
à des messieurs, etc. En tout cas, il est entré dans les détails pour lui poser la question. Il a dit que oui, je me souviens, mais je pensais que l'histoire était déjà passée, je pensais qu'il m'avait pardonné, je pensais qu'il allait tourner la page, etc. Et le monsieur lui a dit simplement que non, qu'il préparait la vengeance. En fait, il n'a vraiment pas digéré le fait que tu ailles dire à ses patrons qu'il faisait partie de la bande qui a saccagé la cité, puisque après ça, il a perdu son travail qui lui rapportait beaucoup d'argent. Donc, il a vraiment une dent contre toi. Et il nourrissait cette pensée de te faire du mal jusqu'à ce qu'il ait envoyé un de ses génies pour pouvoir te faire du mal dans la brousse. En fait, ce jour-là, il a planifié ça depuis longtemps. Et il ne s'est pas arrêté là. Est-ce que tu te rappelles du jour où vous êtes parti en bourse, où il a insisté pour monter derrière? Le boss se rappelle et que oui, je me rappelle de ce jour-là. J'ai insisté aussi pour qu'il puisse s'asseoir devant et tout. Le monsieur a dit que le fait qu'il s'asseye derrière là, il a projeté son esprit à l'avant de la voiture. Donc, il a déposé son esprit, il a déposé quelque chose là pour que ça te suive jusqu'à ce que tu puisses mourir. En fait, tu ne devais pas même vivre. Tu vis même là, c'est parce que Dieu a eu pitié de toi. Sinon, tu n'étais pas censé vivre jusqu'à ce jour-là. Donc, c'est comme ça que le monsieur est beaucoup plus court, peut pas être trop long. Je vois que j'ai fait plus de 10 minutes. Le monsieur a essayé de faire des trucs, des plantes, etc. et tout. Et il a soigné le boss. Dès qu'il a soigné papa est remonté sur la ville. Il a recroisé le monsieur en question, Brice, qui se comportait comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Non, comment tu vas, machin et tout. Oh, ça va, mais vraiment, tu as eu la chance, hein. Tu as eu la chance, vraiment. Tu aurais pu mourir, hein, et tout, etc. Et tout. Donc voilà, pour faire court, en fait, c'est ce qui s'est passé avec papa. Et il nous disait simplement, il nous a raconté l'histoire pour qu'on puisse apprendre à se taire. Comme il m'a dit, apprendre à se taire que toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a des choses qu'on va voir, qu'on va entendre, mais qu'on n'a pas forcément besoin de répéter ou forcément besoin de dire. Parce que quelquefois, le fait que nous-mêmes on décide de parler de la chose peut nous porter préjudice à nous. Il disait qu'il a failli perdre la vie comme ça, bêtement, pour avoir rapporté quelque chose qui ne le concernait pas. Il aurait pu se taire, mais aujourd'hui il a appris de ses erreurs et il n'a plus jamais fait cette erreur-là. Donc il nous insistait à faire attention, et donc je partage cette histoire aussi pour nous sensibiliser par rapport à cela. Donc voilà, je n'ai pas été trop rapide. Bonne journée à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille. Merci vraiment pour le concept. Vraiment, c'est vraiment bien réfléchi. Et c'est la première fois pour moi de monter. C'est vrai, je veux bien raconter comme ça en live sur YouTube parce que je suis abonnée sur YouTube. Mais à l'heure là, je suis occupée. Je suis toujours en train de faire un truc dont j'écoute toujours en différé. Alors, je veux raconter mon histoire personnelle qui m'est arrivée quand je faisais la classe du terminal. À l'époque, là, vraiment, j'étais très malade. Depuis la première, j'étais très malade. J'étais vraiment très mince. J'étais tellement mince que tout le monde disait que j'allais mourir. Comment ça se voyait que je battais un peu. Alors, moi, je restais en famille, mais mes frères et sœurs, tout le monde était déjà parti de la maison. Et ma grande sœur aussi, elle se soignait. Donc, l'histoire est très longue, mais je vais faire plus court. Parce que c'est depuis la classe de première que ça a commencé. Et ma sœur, donc, comme je disais, elle était dans une autre ville. Elle aussi, elle avait aussi ses petits bobos là. Elle aussi, elle se soignait ailleurs parce que, voilà, on disait qu'on avait le petit frère à mon père qui est dans les choses compliquées, quoi. Et c'est lui qui voulait finir avec nous. Alors moi, j'étais là, parce que j'ai repris la première. Là même encore, ça passe. En terminale, donc j'arrive, vraiment, j'étais très malade. Donc, toute l'année de terminale, j'étais très maladive. J'étudiais à peine. Tout ce que j'étudiais, même, j'oubliais. Et à un moment même, je n'étudiais plus. Tu vois, quand la période d'examen arrive, tu as le stress. Parfois, tu étudies, après tu oublies. Tu te demandes tu te dis que bon, c'est normal. Mais dans mon cas, vraiment, moi, je ne comprenais absolument rien à ce qui m'arrivait.
Alors quand ma soeur se soignait dans une autre ville, un jour elle m'appelle. J'étais à la maison, j'étais couchée. Je ne sais plus trop ce que j'avais, mais je me sentais pas bien, j'étais couchée. Et je voulais que le malaise, parce que j'avais beaucoup de malaise, je voulais que le malaise passe et je me lève et je commence à réviser. Elle m'appelle donc, elle me dit, on va m'appeler Natacha. Elle me dit, Natacha, j'ai un truc à te dire, mais pour que je te dise ça, il faut que tu sois assise ou bien couchée, parce que ce que je vais te dire est vraiment très high, non, c'est dosé, donc il faut que tu sois assise. Et je lui dis non, je suis même couchée comme ça, maman. Il y a quoi, dis-moi. Elle me dit que la femme chez qui elle se soigne, donc la femme qui la tient là, parce qu'elle aussi elle avait sa part de problèmes mystiques. Elle me dit que la femme chez qui elle se soigne, non, avant ça, j'ai sauté la partie où un jour mon oncle arrive à la maison. Le petit frère de mon père, il arrive à la maison, il partage les enveloppes aux gens, ce qu'il n'avait jamais fait. Il a donné une enveloppe bien dosée, bien chargée à mon père. Il a donné une enveloppe bien chargée à ma mère. Il m'a donné une enveloppe à moi. Il me dit non, c'est pour tes besoins personnels. Et aussi, quand tu vas composer, il faut que ça t'aide et tout. Et je reste aussi avec ma nièce, l'enfant de ma soeur qui était de l'autre côté. On était juste à 4 dans la maison. Et en me donnant l'argent, mon oncle me demande, tu es à la maison avec qui? Dans ma tête, je dis que qui? Donc s'il me pose la question, il ignore que je suis ici seulement avec l'enfant et les parents. Un truc m'a dit qu'il y a une autre fille qui est en train de se laver, mais j'ai négligé, non. J'ai dit que non, je suis seule. Voilà la réponse que j'avais donnée. J'ai dit non, je suis seule. Il me dit, ah ok, prends l'argent si ça va te servir comme bientôt tu vas composer et tout et tout. Les semaines qui suivaient, j'étais devenue, mon état vraiment n'était plus ça. J'étais très amincie, ma peau collait à mes os. DMG, si tu me voyais, non. Le téléphone, même quand j'avais les photos là, ou dans lequel j'avais les photos, on a volé le téléphone. C'est que j'allais t'envoyer les photos. J'étais très amincie, DMG. Voilà donc, il part. Quand il part, je reprends dans la suite où je m'étais arrêtée là. Ma soeur m'appelle donc, elle me dit, la femme chez qui elle travaille m'a vue et mon oncle est venu à la maison et mon oncle a remis l'argent à mes parents. Elle ne nous connaît pas, elle ne nous a jamais vus. Elle est soigne seulement ma grande soeur, c'est tout ce qu'il est là-bas. Donc ça les regarde à deux là-bas, mais elle ne me connaît pas, elle ne connaît pas mes parents, elle n'est même jamais venue chez nous. Elle dit que mon oncle est venu à la maison et il nous a donné à chacun une enveloppe, mais ma nièce là, elle l'a fui. C'est pourquoi elle n'a même pas voulu serrer la poignée de la main qu'il lui tendait. Donc elle a fui carrément mon oncle. Et quand mon oncle m'a remis l'argent, il m'a posé une question. La question là donc, c'est que j'ai accepté l'argent qu'il m'a donné parce que j'ai dit oui, merci. Parce qu'il m'a donné l'argent, il m'a posé la question, j'ai dit non, je reste seule, il m'a donné l'argent, elle a dit tiens, j'ai dit d'accord, merci. Elle a dit à ma soeur que mon d'accord, merci là, c'est que j'avais déjà accepté que oui, j'accepte de partir. J'ai dit quoi? Tu me racontes quoi là? Elle me dit oui, je t'assure. J'ai dit mais ça là, on va faire comment? Ma soeur me dit que la femme là lui a dit de travailler immédiatement sur moi, sinon je ne vais même pas composer. Donc même la période d'examen, comme je suis en train de composer, que j'arrête de composer parce que ça sera trop tard. Il faut qu'on travaille sur moi. J'ai dit mais je commence ou je fais comment? Je prends dans la moto, dans la panique, non, je transpirais, je tremblais même en route comme ça. Je prends la moto, je m'en vais moi à ma terre. Parce que ma terre avait un comptoir au marché, donc c'est un peu éloigné de notre maison. Je prends la moto, j'arrive. Je raconte dans l'histoire à ma mère que voilà. Et
La femme là lui aussi dit que comme je suis en train de maigrir là, c'est que je pars déjà quoi. C'est que voilà, on a fini avec moi. Il manque seulement le vent qui va souffler sur moi et c'était bon. Mais ma mère a directement fermé le comptoir et rentré à la maison. Mon père travaillait encore. Mon père dit qu'il sera là. Normalement, il devait rentrer dans une semaine. Il arrive donc il dit à il dit à ma mère qu'il sera là dans 2 jours. Ma mère dit que dans 2 jours, ça sera trop tard. Parce que la femme l'a dit qu'on devait travailler immédiatement. Alors, mon père dit qu'il va venir, il va tout faire pour venir demain matin ou demain matin, demain dans l'après-midi parce qu'il travaillait, où il travaillait, c'est aussi un peu loin de la ville. Et Dieu merci, le réseau, comme le réseau faisait les choses bizarres là, Dieu merci, le réseau est passé, on ne sait pas comment. Alors mon père arrive, il a les amis qui travaillent, il a les amis. À l'époque là, mon père n'était pas trop chrétien. Bon, c'est vrai, pas à l'église parce que ma mère oblige même. Mais mon père est plus traditionnaliste que chrétien. C'est vrai, pas à l'église, mais il est aussi dans la tradition, genre. Alors, il a les amis qui restent là-bas à l'est, les pygmées comme on dit. Il a donc appelé un de ses amis là, un très grand marabout. Vraiment, l'homme là, quand il est arrivé à la maison, il n'allait de rien, de rien. Quand tu lui dis même que mon ami, mets-toi à genoux, tu peux lui dire mon ami, mets-toi à genoux, c'est ma genou. Mais la force spirituelle que l'homme là, force mystique que l'homme là a, non. Alors il m'a fait les traitements, on a tué la poule, on m'a donné le cœur, de sucer le cœur. Donc il a mis les machins, le cœur battait encore. Quand il a enlevé la poule, le cœur dans la poitrine de la poule, le cœur battait encore. Il a percé, il a fait des trous, il a mis les médicaments à l'intérieur. Il m'a demandé de sucer ça avec le sang encore. DMG, j'ai voir Massa. Il m'a demandé de sucer ça et de partir au carrefour, de jeter dans une poubelle quelque part, de jeter. Non, de partir, de jeter, de sortir d'aller dans un carrefour, sucer, non, donc bien sucer le jus là, le sang là avec les remèdes là, et de jeter le cœur, qu'il y a une poule qui va venir manger et tout. Il m'a demandé de partir avec quelqu'un, donc comme je vais jeter là, je me tourne, je pars seulement. Et il a demandé à la personne qui devait m'accompagner de rester. Si c'est qu'il y a un animal qui venait manger le cœur après, ça veut dire que mon sacrifice a été accepté. Mais si c'est qu'il y a un animal qui ne venait pas manger juste après que j'ai jeté, c'est que c'était bon. On commence seulement à faire les programmes des obsèques quand je vis encore parce que ça sera trop tard après. Alors comme j'ai sorti ça de ma bouche, j'ai jeté quand le sang est fini et tout. J'ai jeté, je suis partie. Ma mère, donc on arrive à la maison, ma mère me dit qu'il y a une poule qui est venue picorer le cœur. Elle a vu son semblable quoi. Dans ma tête, j'ai dit ça, mais tellement je me sentais pas bien et tout, on arrive à la maison. C'est vrai que les jours qui ont suivi, vraiment, j'étais couchée quoi. On attendait seulement. Et voilà, j'ai commencé à prier. On a associé avec les prières parce que ma mère aussi, elle était une très grande croyante. On a associé avec les prières, on priait tout le temps. Et c'est comme ça que ça allait bien. Après donc, quand ça a commencé à aller, que la forme a commencé à venir, je me revois donc maintenant, chaque fois que l'homme là arrive à la maison, il venait toujours dans les périodes de septembre là, donc quand l'école va commencer, il vient. Pendant les congés de Pâques, de Noël, tout ce qui est congé, fête, machin, solennel, tout ça là, il venait. Il me dit, Natacha, comment tu vas, de quoi tu as besoin? Est-ce que tu as besoin d'argent? Je lui disais, toute naïve, non, l'enfant. Tu dis à l'enfant que tu vas t'acheter les bonbons, elle accepte de se mettre en courise, elle les connaît quoi. On dit souvent que c'est Dieu qui protège les enfants ici devant, non, c'est vrai. Donc, chère famille, ça c'est vraiment long et aussi l'histoire de ma soeur aussi pour elle aussi la période là et ma mère, mon père, tout le monde est passé vraiment sur le jour de l'homme là. Et chère famille, vraiment faisons attention à nos tontons qui sont très très gentils, qui viennent dans nos familles là où vraiment
C'est le seul tonton dans toute une famille qui a Brice. Le seul tonton dans toute une famille qui a Brice. Tout le monde là était des rientons, comme on dit. Mon père même a commencé. Mon père travaillait même normalement. Après, mon père, lui, il est resté à la maison. Là-bas encore, c'est une autre histoire. Donc, vraiment, famille, faisons très attention. Prions sur nos enfants. Nous, les parents, là, prions sur nos enfants parce qu'on ne sait pas. Un seul individu veut avoir toutes les chances du monde entier. Donc, il n'y a que lui et ses enfants pour réussir. Les autres enfants, là, on est bien seulement pour le 2 mètres sous terre. Donc, il venait toujours à la maison très content, très joyeux, très aimable. Il jouait toujours victime, tout le monde le fuit. Pourquoi? Alors qu'il avait ses objectifs dans sa tête. Très gentil, toujours en début d'année, pendant les fêtes, après les fêtes. Donc, il nous donnait toujours un argent vraiment, vraiment compliqué. Vraiment, chers familles, faisons attention et n'oublions pas de toujours remercier Dieu pour le souffle de vie parce que nos vies lui appartiennent. En fait, donc, c'est ça. J'espère que j'ai pas été très longue. Bonne journée à tout le monde et portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse. Et voilà, j'ai aussi oublié de dire que après que mon état venait, j'ai réussi à mon examen. Et dès que j'ai réussi, le même oncle là est venu dire que non, il faut que j'aille chez lui rester heureux. J'ai seulement dit ok, je vais venir, mais j'ai rapidement cherché ma maison à côté, je suis partie. Donc, c'était à peu près ça. Désolée d'avoir été longue et voilà quoi. Ciao, ciao. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour à DMG, à toute la communauté, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à ceux qui le fait déjà soir également. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Vous savez tout ce qu'il y a à faire pour que le mouvement puisse s'agrandir davantage. Alors, j'ai une petite histoire pour vous. L'histoire est celle du jour où ma voisine et moi avons croisé l'homme sabot, sinon un sagittaire. Je vous raconte l'histoire. À l'époque, je vivais à Abidjan et j'étais dans une zone qu'on appelle Kumasi, zone industrielle. Les Ivoiriens, je crois qu'ils vont se retrouver. Et à cette époque-là, je n'étais pas encore engagée dans la vie chrétienne. Je buvais de l'alcool quand même. Je ne m'enivrais pas, mais je buvais de l'alcool. Et j'avais déjà remarqué quelque chose, c'est que lorsque je buvais de l'alcool, je développais comme un facteur de vision. Ça déclenchait quelque chose en moi. C'est-à-dire quand j'ai bu, que je commence à être dans un état second, je pressentais des choses. Parce qu'aujourd'hui, j'ai arrêté de boire l'alcool. À l'époque, quand je buvais, c'est ce qui m'arrivait. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Donc, à cette période-là, quand je me suis installée dans Kumasi, à zone industrielle, j'étais dans un immeuble, j'étais voisine à une dame, une maman, du même âge que ma mère. Et cette dame était vraiment très gentille, elle me prenait pour sa fille et tout, elle me donnait des conseils. Nous étions vraiment très proches, vu qu'elle n'a pas d'enfant et tout, mais elle est pasteur. Ce qui fait que de temps en temps, elle m'invitait à l'église et tout. Alors, il est arrivé un jour où il y avait un séminaire des femmes, un grand séminaire dans leur église. Ils avaient même invité des pasteurs de l'extérieur et tout et tout. Donc, ce jour-là, j'ai été invitée au séminaire. Donc, ça commençait à peu près vers 17h, 18h par là. Donc, nous sommes allés, elle et moi, au séminaire. Tout se passait bien et tout. Tout en sachant que ce jour-là, c'était un vendredi. Parce que ce même jour, j'avais rendez-vous avec des amis aux alentours de 21h, 22h. J'avais rendez-vous avec des amis pour boire un verre. Donc, j'avais dit aux amis, bon, je vais vous retrouver un peu plus tard. Donc, nous sommes allés à l'église. Le séminaire s'est terminé peut-être vers 23h, minuit comme ça. Et quand ça s'est terminé, vu que c'était un séminaire sur la vie maritale, le foyer, tout ce que vous pouvez imaginer autour du foyer conjugal et tout. Donc, on a terminé le séminaire vers 22h par là. Et la dame, elle avait des entretiens avec des filles. Donc, les filles de l'église qu'elle devait recevoir. Je lui ai dit, bon, termine. Moi, je vais d'abord boire un verre. Quand tu termines, tu me fais signe.
On rentre à la maison ensemble. Ok, je suis partie, j'ai bu un verre. Et elle n'a pas duré à peu près 1h30 plus tard, donc aux alentours de minuit. Elle m'appelle et je prends mon taxi. Je vais la trouver à l'église où je l'avais laissée. C'était quand même à une petite distance. Hein. J'ai pris le taxi, je suis venue la trouver. Et de là, on a pris maintenant notre taxi pour aller chez nous. Sauf que pour partir chez nous, on passait par un endroit qu'on appelle le camp commando. Et à cette époque, je ne sais plus si c'est toujours comme ça, hein, mais les Ivoiriens vont savoir. Parce que là, c'est une base militaire. Camp commando, donc, on ferme à une certaine heure, à 22h, je crois, à partir de 22h, c'est à fermer. Donc, même si vous prenez un taxi, le taxi va s'arrêter un peu avant le camp. Vous allez devoir traverser à pied, peut-être marcher sur 1 kilomètre pour aller reprendre un autre taxi de l'autre côté. Parce que les taxis ne doivent pas circuler devant la base militaire là, à une certaine heure. Donc, on a pris le taxi, nous sommes arrivés là, et là, nous sommes descendus. Tout en sachant que j'avais déjà bu ce jour-là, quand je suis venue retrouver la dame. Donc, mon truc là, que je vous disais, quand je buvais l'alcool, là, ça a commencé à se manifester, genre, le cœur commençait à tiquer. Non, c'est comme si il y a quelque chose d'étrange qui va nous arriver. Ça tiquait. Et donc, elle et moi, on marchait. Elle avait un sachet de fruits en main. Moi, je tenais mon sac. J'avais aussi le sien. Et on marchait. Donc, on marchait, on voyait bien devant nous. C'est-à-dire, quand vous marchez là, vous voyez quand même à une distance un peu plus de 2 mètres, 3 mètres, même si c'est dans l'obscurité. Parce que cette zone-là n'est pas aussi très, très éclairée. On marchait, les moments papotaient. Elle me conseillait, il faut arrêter l'alcool et tout. Bref, vous imaginez un peu les moments quand elle conseille. Donc, on parlait. Et là, il y a un monsieur qui est sorti de nulle part. Et il est passé au milieu de nous. Au lieu de passer sur le côté, donc la dame était d'un côté, moi j'étais de l'autre côté. Il est carrément venu passer entre nous. Il nous a cogné vraiment d'une force terrible. Par les épaules, il nous a cogné. Et là, dès qu'il nous a cogné, le monsieur n'a pas marché, il n'est pas parti. Hein. Il est passé au milieu, il nous a cogné et il s'est arrêté. Comme ça, la dame lui dit, ah monsieur, vous nous avez cogné parce que son sachet de fruits est tombé. Monsieur, vous nous avez cogné. Le sachet de fruits est tombé. Le monsieur ne fait pas cas. La dame s'est baissée pour ramasser ses fruits. Mais vous savez, les mamans, généralement, elles ont souvent cette petite sagesse. Mais moi, ça m'a énervé parce que le monsieur n'a même pas réagi, il s'est même pas retourné. Tout ça, on est aux alentours de minuit. Hein. Et donc là, moi, je me retourne, je m'en vais vers le monsieur. Je tape le monsieur du dos que, mais monsieur, vous nous avez fait mal et puis vous avez fait tomber le sachet de fruits de ma maman. Donc, le monsieur ne se retourne toujours pas. Mais au moment où la maman ramassait le sachet de fruits, elle était courbée. Donc, dès qu'elle se retourne, elle était toujours courbée parce qu'il y avait des fruits qui sont tombés par derrière elle, donc un peu vers le monsieur. Il y a un fruit qu'elle vient ramasser au sol. Quand elle ramasse le fruit au sol, net, elle ramasse le fruit devant le pied du monsieur. Et le pied du monsieur, c'est le sabot. Comme les chevaux, là, je vous dis la vérité, le sabot. Donc, tout ce que moi, j'étais en train de parler avec le monsieur, je ne voyais pas. Donc, elle ramasse le fruit au pied du monsieur. Le monsieur avait les pieds de cheval, je vous dis. Et c'est là qu'elle me tape en tremblant, elle n'arrive pas à parler. Elle me tape. Et là, moi, je suis énervée. Je dis, non, laisse-moi, tata, laisse-moi et tout. Elle me dit, regarde, quand je baisse la tête. Le monsieur ne s'est pas retourné, il nous donnait le dos. Quand je regarde, je vous dis que le monsieur en bas, c'est carrément l'homme cheval. C'est une histoire réelle, c'est pas les histoires qu'on raconte, l'homme cheval. Tout de suite, j'ai d'abord rétrogradé. Je recule, j'ai eu peur. Je dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Au moment où je me retourne encore bien pour regarder la maman, parce qu'elle m'avait fini de ramasser ses fruits, elle me tire, allons. Je me retourne pour regarder la maman. Quand je me retourne encore pour regarder le monsieur, je vous dis que c'est comme si le monsieur est en train de courir, comme un animal, le cheval qui est en train de courir. Je vois bien la queue derrière. Je n'en revenais pas. Je vous dis que c'est une histoire vraie. Les choses qu'on marche la nuit là, il y a des choses qu'on voit. Et ce jour-là, on a marché vite, nous sommes rentrés. Mais arrivé à l'immeuble le lendemain, on a raconté ça
aux gens de l'immeuble, vu qu'on s'entendait bien, on a quand même raconté ça à certains et tout. Dans l'immeuble, on s'entendait vraiment bien, c'était comme une famille. Et il y a plusieurs gens qui nous ont dit que non, ce monsieur-là, beaucoup de gens le voient à partir d'une certaine heure. C'est un sagittaire, il se balade. Parfois, il a même la flèche. Il y a des gens, tu vas voir, parfois, il y a des corps qu'on retrouvait à cette période-là, dans les environs, avec la flèche plantée à la poitrine. Donc, vraiment, ça dépendait de la chance que tu avais. Parfois, il te visait la flèche. Parfois, il y a des gens qu'on retrouvait, genre, il a marché sur eux, les sabots et tout et tout. Vraiment, j'étais choquée. Et depuis ce... En fait, je me disais que j'ai halluciné, quoi. Depuis ce jour, plus jamais j'ai marché à cet endroit-là. Plus jamais. Je m'arrangeais toujours à rentrer tôt, avant l'heure à laquelle on fermait le camp commando. Les gens disent que ce monsieur-là, on le voyait là tout le temps. Il se promenait à partir d'une certaine heure, il faisait des allers-retours. C'est-à-dire que si nous, on était partis, on était revenus, on pouvait encore le croiser parce qu'il savait qu'il faisait des allers-retours. Et les gens ne voyaient jamais son visage. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il était toujours de dos. Mais quand tu le vois d'abord, tu ne pas remarquer. Il faut bien te courber pour te rendre compte que c'est un animal en bas. Donc, c'était un peu ça ma petite histoire. Bien de choses à vous et portez-vous bien. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour la famille DMGTV, bonjour à monsieur DMGTV, bonjour à tout le monde. Puis des bénédictions sur vous tous. Bonjour à nos sages, monsieur l'homme de l'ombre, tonton Alex. Il y a qui là, comment il s'appelle encore, le guerrier de Dieu. Le guerrier de Dieu, dites que c'est depuis Limbe, je crois. Ils sont depuis Limbe, le guerrier de Dieu. Il y a Zé la panthère. Oh, j'adore ces histoires. Il y a Zé la panthère. Il y a qui là? Il y a la dame là. La dame, elle dit parole divine. Je crois que c'est parole divine, je ne sais plus. Magistrat Linda, je ne l'ai plus entendu depuis. Bonjour à tous nos, comment on peut dire ça, tous nos anciens. Donc, l'histoire que je vais raconter se passe aux États-Unis. Là, c'est l'histoire d'une jeune femme. Un jour, elle était allée dans un magasin. C'était un magasin, elle allait acheter les greffes et tout ça. Et là-bas, dans son quartier, bon, près d'elle, c'était un magasin tenu par des Indiens. Donc, il y avait les human hair, tous ces trucs-là. Tous les produits cosmétiques, généralement, les trucs pour blanchir la peau, les fossiles, les machins, les bigoudis. Vous voyez un peu même les produits pour entretenir les cheveux, la vaseline, les trucs pour entretenir, des crèmes, les conditionneurs et tout ça. Donc, ils étaient dans le cosmétique parfumerie, là, vous comprenez un peu. Et encens aussi, vendent aussi l'encens. Alors, la jeune fille par là-bas, elle avait besoin de mèches, de greffe pour ses cheveux et tout ça. Et elle y va, elle achète et tout ça. Quand elle arrive au niveau, pendant qu'elle est en train de se balader dans le magasin, elle fait des trucs et tout ça. Elle voit dans un coin, altar. Altar, c'est quoi? Altar, c'est... Vous voyez par exemple, quand vous entrez dans une maison catholique, un fervent catholique, il a un coin de prière. Il y a sa Bible posée. Il y a la statuette de Marie, ou bien il y a les médaillons, les Saint Michel, Archange, les trucs. Vous comprenez un peu. Il y a la bouteille d'huile bénie, d'eau bénie, il y a son chapelet là, la Bible. Donc, un endroit de altar, c'est un peu comme un petit endroit, un petit temple dans la maison, un endroit que tu fais. Bon, vous voyez, les gens qui font le vaudou ont la statuette du Dieu qui les adore, les offrandes, peut-être la farine, peut-être l'huile rouge, les trucs comme ça, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, elle voit ça. Et c'était un Dieu avec, c'était, je crois, il y avait Kali, celle qui a 3 mains, je crois, c'est 6 bras là, et puis la langue tirée et tout ça. Donc, sa forme guerrière, parce qu'il y a sa forme calme et puis il y a sa forme guerrière. C'est quand la langue tirée, elle paraît menaçante là. Donc, elle défend et protège l'endroit où elle est, il y avait ça. Et il y avait aussi l'autre là qui a la tête de l'éléphant, je ne sais plus c'est qui. Je ne sais plus qui c'est. Donc, celui qui a la tête de l'éléphant là. Donc, il y avait ça, il y avait des trucs, il y avait des fleurs, il y avait des petits trucs comme ça. Donc, c'était dans un coin du magasin. Là, du style, tu sais, quand tu as au marché, tu vois le frigo, tu vois, et puis c'était là au fond, dans un coin comme ça. Il fallait vraiment faire attention pour voir ça. Mais c'était beau, c'était bien arrangé et tout ça.
Alors elle voit ça, elle passe, elle fait ses achats et tout, elle repasse encore. Quand elle repasse encore par là, elle regarde bien, elle voit, il y avait comme une petite fontaine, l'eau coulait, il y avait des pierres dedans, il y avait l'encens qui brûlait même, il y avait des pierres et tout ça, et il y avait des bracelets qui étaient posés là. Donc apparemment c'était des bracelets en pierre. Par exemple, moi j'ai un bracelet là, c'est en pierre volcanique. Donc, c'est en pierre volcanique qu'ils ont poncé, ils ont fait des billes, ils ont fait un bracelet noir. Donc, elle a vu un beau bracelet comme ça en pierre, tu vois le style, ça brillait, c'était très beau, c'était dans l'eau coulait, c'était très beau. Il y avait un autre bracelet apparemment, mais celui-là vraiment l'attirait beaucoup. La fille maintenant, elle prend le bracelet. Pourquoi? Je ne peux même pas comprendre. Elle va, elle prend le bracelet. Elle prend le bracelet, elle sort une petite, la fille, comme c'est une petite fille. Non, c'était déjà une jeune femme. Elle prend le bracelet, elle sort, elle paye ce qu'elle a payé, elle part. Elle met le bracelet. Quand elle met le bracelet, elle se sentait bien et tout ça, elle va, elle fait ce qu'elle a à faire et tout ça. Une semaine passe, 2 semaines, 3 semaines. Apparemment, c'est la 3 semaines et demie comme ça. 3 semaines et demie comme ça. Elle s'est rendue compte, elle sortait, les gens la regardaient. Elle avait l'impression que partout elle passait, les gens la regardaient. Il y avait du monde et ce n'est pas du style comme si on te regarde passer, que non, 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 on te fixe. Un peu comme si ces regards demandent que qui es-tu, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es là, un truc, je sais pas trop, les gens la fixaient vraiment un style là. Elle part en discothèque, il y a beaucoup qui, tu vois, c'est comme si elle attirait les gens, mais elle attirait des gens étranges. Elle attirait les gens étranges, dès qu'il la fixait d'une façon un peu comme s'il l'observait, il voyait quelque chose dans elle ou bien il lui demandait quelque chose et elle ne comprenait pas ce qu'il demandait, donc il la fixait. Et c'est ainsi qu'elle part maintenant. Elle part maintenant. Il y avait le barbecue. Une de ses copines l'invite au barbecue. C'était l'anniversaire de sa grand-mère. Et celle-là était des Jamaïcains. Elle arrive alors là-bas. Bon, la grand-mère était jamaïcaine. Elle était mariée avec un Dominicain de la République dominicaine et tout ça. Donc, elle arrive là-bas. Ils ont fait le barbecue. Elle reste. Elle fait le truc. Quand la grand-mère vient, la grand-mère la regarde. Puis la grand-mère l'appelle sous le porche. Ma chérie, viens un peu, viens t'asseoir. Tu es la copine de ma petite fille. Oui, elle parle avec. Elle regarde le bracelet carrément. Elle dit que, où est-ce que tu as pour le bracelet là? C'est très beau. Hein. La fille, elle, je sais pas. Elle avait peut-être l'eau à la tête. Le bracelet qu'elle avait, c'était un bracelet de pierre. Vous savez comment quand vous prenez la pierre, vous sortez la pierre de l'eau. Quand vous allez à la plage, par exemple, vous voyez une belle pierre dans l'eau. Quand vous la sortez, dès qu'elle sèche, elle n'a plus cet éclat-là, ce truc-là. Généralement, il faut la travailler, la poncer. Bon, il y a des pierres, quand on les travaille, on les ponce. Elles sont très belles. Toutes les marques du temps, les marques de la sédimentation, de la pression, de tous les trucs des siècles. Ça a laissé des stratifications. Parfois, d'autres ont même des lumières, des cristaux de différentes couleurs. Tu vois, ça brille. Justement, cette pierre-là, elle était toujours un peu comme si elle avait été baignée dans l'huile ou un truc. Elle brillait toujours. Elle n'était pas devenue, même à l'extérieur de la fontaine, la petite fontaine décorative là, la pierre gardait toujours son truc. La grand-mère dit que tu as pris ça où? Elle dit non, on m'a offert et tout ça. Elle regarde la fille. Elle dit ma chérie, dis-moi la vérité. Où est-ce que tu as pris? Est-ce qu'on t'a donné ça ou tu as pris sans demander? Elle dit non, bon, elle a trouvé ça quelque part, elle a pris, tu as trouvé ça où? Elle dit, elle a trouvé dans un magasin. On dit, ma chérie, quand tu es dans un magasin, tu n'es pas en train de trouver sa propriété de quelqu'un. Quand tu as trouvé, ok, tu as trouvé, pourquoi tu n'as pas donné à la caisse? Elle dit que non, c'était dans une petite fontaine, c'était un magasin comme ça, il y avait des petits trucs, apparemment sur les offrandes, il y avait les bonbons, il y avait les fleurs, il y avait l'encens, c'était un truc comme ça, magasin indien. On dit, et tu as pris ça, est-ce que c'était devant, qu'est-ce qu'il y avait autour? Elle l'explique. La grand-mère lui dit seulement qu'on ne prend jamais. Jamais. Parce qu'apparemment, c'est après que j'ai appris que chez les Jamaïcains, ils ont aussi des trucs comme ça. Ou bien quand tu perds un enfant, et les bougies, les machins, la photo de l'enfant, les bonbons, les machins, les petits gâteaux, selon ce que l'enfant peut-être mangeait, ou bien je ne sais pas trop bien quoi. En tout cas, apparemment, c'est un peu partout. Ça dépend des cultures et tout ça. La grand-mère lui dit, on ne prend jamais ce qui ne t'appartient pas. Et en plus, tu as pris, il a mis ça, c'est un truc qu'il a offert au Dieu, comment dire, à ses dieux.
Il a amené ça, ils ont amené ça loin de leur pays. On a consacré ça à ces dieux-là. Donc tu parles dans le temple, apparemment on fait des cérémonies. Ce sont des trucs, on fait des cérémonies pendant... Tu imagines un peu les chants, les incantations, les trucs. Et puis après vous venez vous acheter. Maintenant tu peux leur demander qu'on fasse un truc spécial pour toi. Que comment tu prends un truc, tu ne sais pas, le truc là c'est pour protéger le magasin, c'est pour attirer la clientèle, c'est pour prospérer l'affaire du monsieur là, tu as pris un truc comme ça qui est suivi par des esprits. On demande, est-ce que quelque chose s'est passé pendant que tu avais dit que oui, depuis elle voit souvent les gens, surtout le soir, elle marche en route, elle voit, il y a parfois des gens qui s'arrêtent, la fixent d'une façon, l'impression qu'ils veulent demander quelque chose bien, peut-être qu'ils la reconnaissent, mais elle ne comprend pas, ils sont étranges. Même dans la discothèque et tout ça, on dit que ce sont des esprits que tu as commencé à voir. Et si tu as commencé à voir, les esprits ont commencé à te voir. Sache que quand tu vois un esprit, il t'a vu. Sache qu'il va continuer à te regarder et ils seront dans ta vie. Elle était là un peu, bon, vous savez un peu les enfants nés en Europe, là, malgré le fait qu'elle était noire, un peu bête là. Bon, que Dieu me pardonne, peut-être qu'elle n'avait pas les grands-parents qui étaient réveillés ou bien qui étaient connectés à la tradition ou aux interdits, je ne sais pas trop. Donc, la grand-mère lui dit seulement, tu sais ce qui va se passer, tu vas aller, il y avait une église catholique, tu vas aller voir tel truc. Elle est allée là-bas, tel prêtre et tout ça. Apparemment, il y avait un prêtre qui se connaissait en exorcisme, elle est allée là-bas. Le prêtre, là, elle a dit ce qui s'est passé et tout. Le prêtre avait les prières et tout. Et puis après, le prêtre a dit que tu sais quoi, maintenant va, tu vas remettre le bijou. Va, tu remets. Mais ne remets pas en cachette. Va, tu dis au propriétaire que désolé, j'ai vu un truc, c'était vraiment très beau. J'ai pris, je ne sais même pas pourquoi j'ai pris. Ça m'a tellement attiré, j'ai pris sans demander, je vous demande pardon et tout, tu te demandes vraiment les excuses. Et si tu te dis de faire quelque chose, tu fais. Elle est allée là-bas, elle a dit ce qu'elle avait à dire, elle a vraiment présenté des excuses et tout ça. Le monsieur lui a dit, apporte le lait, apporte les bonbons, le miel et je ne sais plus quoi. Viens et achète ça. Elle est allée, elle a acheté, elle a apporté. Il y avait, je crois que un vin, je ne sais pas, un truc comme ça, le rhum, je crois que c'est le rhum, je ne sais pas trop bien quoi. Le monsieur, après, il a fait les prières là-bas et tout ça. Il a posé, il a remis le bracelet dans le machin. Elle est repartie à l'église. Là-bas, on lui a donné les trucs, les machins, Saint-Michel, l'huile, apparemment, c'est une huile et tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le prêtre, à un moment, il lui a donné, il avait un chapelet qu'il utilisait tout le temps pour faire les prières. Il lui a donné ça. Il lui a dit que quand elle prie maintenant, il faut qu'elle utilise ça, qu'elle ait ce chapelet avec elle tout le temps, pendant un bon bout de temps. Et qu'elle prie beaucoup avec. Et il lui a donné. Il a dit que quand un prêtre... Bon, j'ai demandé, on m'a dit que quand un prêtre donne son chapelet comme ça, c'est vraiment... Ça a vraiment un truc, une protection. C'est un prêtre exorciste. Il lui a donné le chapelet. Et bon, je ne sais pas si elle se porte bien et tout ça. Et je crois qu'en tout cas, je crois qu'elle va bien. Si l'histoire a pu être racontée. Ok les amis, donc s'il vous plaît, ne ramassez, déjà quand on vous chante les DMGTV, ne ramassez pas l'argent, ou ne ramassez pas ceci, ne ramassez pas, s'il vous plaît, ne ramassez rien. Et surtout, n'allez pas prendre les choses des gens. Tu es dans une maison, tu vois quelqu'un a mis la photo de son enfant, on te dit l'enfant est décédé, il a mis comment on appelle encore ça? Il a mis les bonbons, les machins et tout, tu viens, non, ne faites plus ça s'il vous plaît. Donc passez une bonne soirée, bye bye. Merci, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Connectez-vous sur la deuxième chaîne YouTube à 15h00 pour une nouvelle histoire. Merci, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Voilà, ciao, à demain à 12h pour une nouvelle vidéo des histoires mystiques.